Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver sur Radio Immo dans Parlons Immo. Parlons Immo, c'est votre émission, l'émission de votre maison, de votre appartement. On parle immobilier, on parle logement et on est ensemble pendant une heure comme chaque samedi, midi 13h. Et je suis évidemment avec l'équipe. Bonjour Grégoire Gadarico. Bonjour Bérénice de Villefleurio. Comment allez-vous ? Très bien Bérénice, tout va bien. Malgré le froid. Oui, c'était un peu plus frais cette semaine, mais la semaine prochaine, les températures seront printanières, donc moi j'ai hâte. Oui, ça commence à remonter tout doucement. Et il demain fera 20 aussi, degrés mardi au mercredi, je crois. Bon, on est bien. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Bérénice. Notre expert rénovation énergétique. Voilà, on va parler autre chose que du climat. Ouais. Je vois qu'on s'est transformé en monsieur météo. Mais... je fais plein de choses, Laurent. Bon, c'est vrai. On va parler rénovation énergétique évidemment. Un programme riche aujourd'hui. Notre invité c'est Elias Sharfa. Bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes le directeur commercial de Watt et on va parler avec vous des bornes de recharge pour les voitures électriques parce que c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient et la flambée du prix de l'essence, un certain nombre d'entre vous se posent la question de passer à un véhicule électrique. Vu le prix de l'essence, ça fait mal. Et puis évidemment, il y a ceux qui ont déjà sauté le pas. Moi je vous avoue que c'est pas mon cas. Je roule toujours. Je suis pas encore au véhicule électrique. Je suis toujours à l'essence. Mais je me pose la question. Donc voilà, on en parle avec vous. Je vais peut-être réussir à vous convaincre. Peut-être. On va voir. On va parler bornes de recharge. Donc. Et puis je vous rappelle que vous qui nous écoutez, vous pouvez participer à l'émission à tout moment. Vous nous écrivez par SMS au 7 20 18. Alors avant votre question ou avant votre remarque, vous mettez IMO, I2MO, comme ça on sait que c'est pour nous. Et on y répond. Et cette semaine, on va prendre une question d'un auditeur. On va parler de la trêve hivernale qui s'est terminée cette semaine. Et on va parler des expulsions qui peuvent reprendre. Parce que on va voir, c'est un propriétaire qui est endetté et qui a un locataire qui ne paye pas depuis 2 ans. On va en parler avec notre expert Grégoire, donc rénovation énergétique aussi. Oui, tout à fait, Bérénice, avec Laurent Permas, nous allons revenir sur les propos du ministre du Logement Vincent Jeanbrun qui souhaite orienter les aides à la rénovation vers l'électrification des logements, décidément. Et puis dans notre chronique Maison Saine, Bérénice, on va rebondir sur une actualité à Honfleur puisque 3 bâtiments menacent de s'écrouler. On verra quel rôle joue l'humidité dans cette affaire. Oui, c'est vrai que c'est dramatique ces bâtiments et puis l'électricité, forcément, le gaz, ça coûte tellement cher. Et on commence avec les infos à retenir. Quel est le programme, Grégoire ? Alors, Bérénice, au programme cette semaine, la remontée des taux d'emprunt en avril. 3 immeubles donc, qui menacent de s'écrouler sur le port de Honfleur. Et puis le programme immobilier du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Ça va pas plaire aux propriétaires. Bon, on commence avec une question que beaucoup se posent en ce moment. Pourquoi les taux immobiliers remontent en avril ? Ça y est. Et oui, et puis c'est un petit coup de froid, décidément, pour les acheteurs. Depuis quelques semaines, les taux repartent légèrement à la hausse. On est aujourd'hui autour de 3,3 à 3,5% sur 20 ans, avec une augmentation d'environ 0,10 points en un mois. Alors pourquoi cette remontée ? Première raison, les tensions internationales, évidemment. Les marchés financiers, ils sont devenus plus instables, notamment à cause du contexte géopolitique que l'on connaît tous. Résultat, les taux auxquels les États empruntent, notamment l'OAT à 10 ans, ils remontent. Les banques, elles suivent. Deuxième raison, les banques reconstituent leurs marges. Après une période très concurrentielle, elles ajustent un peu leurs taux, surtout au printemps. Période clé pour le marché immobilier. Mais attention, pas de panique, la hausse, elle reste modérée. C'est loin de ce qu'on a connu sur les précédentes années. Et puis les banques, elles restent actives pour attirer les clients. Donc vous pouvez solliciter plusieurs banques. Il y a beaucoup d'offres. Le message à retenir en tout cas, c'est que les taux remontent, oui, mais doucement. Le marché, il reste accessible surtout pour les bons dossiers. Et oui, c'est vrai qu'avec une augmentation, vous l'avez dit, de 0,10 points, ça fait sur un emprunt de 200 000 euros, ça fait 20 euros par mois. Donc oui, c'est pour l'instant encore assez modeste. C'est raisonnable. Oui. Bon. Deuxième info, donc là, Honfleur avec une situation dramatique quand même, et puis spectaculaire, c'est inquiétant quoi. Oui, dans cette célèbre ville portuaire de Normandie, plusieurs immeubles menacent de s'effondrer en plein centre-ville à 2 pas du port. Alors résultat, des rues entières ont été fermées en urgence et des habitants et commerçants ont été évacués. Près d'une vingtaine de commerces ont dû fermer du jour au lendemain. En fait, ce qui inquiète particulièrement, ce sont les structures des bâtiments, les planchers qui sont essentiels à la solidité des immeubles. Ils sont en train de céder, Bérénice. On est ici face à un problème classique mais souvent sous-estimé, le vieillissement du bâti ancien, surtout dans des centres historiques. Ces immeubles, ils datent parfois de plusieurs siècles. Et en fait, avec le temps, l'humidité, on y reviendra d'ailleurs dans notre chronique Maison Saine, les mouvements de terrain ou le manque d'entretien, ça peut fragiliser l'ensemble. Le message à retenir ici, c'est que derrière le charme de l'ancien, il y a un enjeu majeur, celui de l'entretien, de la sécurité des bâtiments. Et ça concerne de nombreuses villes en France. Et on pense fort aux habitants qui ont dû évacuer leur logement parce que c'est vraiment, vraiment pas drôle. On termine avec un sujet très politique, mais qui va avoir des conséquences
conséquences concrètes pour les propriétaires parisiens. Et oui, il y a quelques semaines, c'était les élections municipales et le nouveau maire, Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, il a annoncé une série de mesures qui ciblent directement l'immobilier. Clairement, les propriétaires, ils sont dans le viseur. Alors la première cible, ce sont les résidences secondaires. Elles représentent aujourd'hui près de 10% du parc de logements à Paris. Eh bien, la mairie, elle veut freiner leur développement. Concrètement, l'idée serait de limiter, voire interdire la création de nouvelles résidences secondaires dans certains quartiers. Le deuxième sujet, c'est les locations touristiques type Airbnb. La mairie, elle envisage tout simplement de restreindre fortement, voire d'interdire les logements uniquement destinés à cette location touristique. Et puis le troisième levier, ce sont les logements vacants, les biens inoccupés depuis plusieurs années. Eux, ils pourraient être soit davantage taxés, soit même réquisitionnés pour loger des personnes en difficulté. Alors pour faire appliquer tout ça, Emmanuel Grégoire, il veut créer une brigade du logement. Alors ça, c'est dramatique. Ça, je trouve ça scandaleux. Je ne comprends pas pourquoi les personnes se rebellent pas. Enfin, une brigade, c'est quand même grave. On vient contrôler. Ça évoque malheureusement de tristes souvenirs, je oui. trouve. Non, mais c'est tout grave. Ça pour contrôler l'usage des biens. Et puis, côté fiscalité, pas de bonne surprise non plus. La taxe foncière, elle ne devrait pas baisser. Et je rappelle que le droit de propriété est un droit constitutionnel inscrit dans la Constitution. On peut utiliser son bien comme on le souhaite. Merci Grégoire pour ces infos à retenir. On passe tout de suite au chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Le chantier du siècle, on en parle chaque samedi dans Parlons Immo. C'est avec vous, Grégoire Darricot, et Laurent Permas, le directeur général de Sofinco Éco-Transition. Et oui, Bérénice, cette semaine avec Laurent, on vous parle d'un changement de cap annoncé par le ministre du Logement Vincent Jeanbrun. En fait, son objectif, c'est d'orienter davantage les aides à la rénovation vers l'électrification des logements. Pompe à chaleur, chauffage électrique. Laurent Permas, bonjour. Est-ce qu'on est en train de changer de modèle ? Eh bien, on est en train clairement de changer de modèle, notamment avec le conflit. Le message du gouvernement est simple, c'est réduire les énergies fossiles, mais de façon extrêmement rapide et accélérer justement l'électrification des logements. Concrètement, ça veut dire que moins de soutien aux équipements au gaz et davantage d'aide pour des solutions électriques comme les fameuses pompes à chaleur. Pourquoi ce virage vers l'électrique, Laurent, vous en avez un petit peu parlé ? Oui, voilà, pour deux raisons. La première, c'est la France, en fait. Avec la France, l'électricité est majoritairement décarbonée grâce au nucléaire et aux renouvelables. Ouais. Et puis, les équipements électriques aujourd'hui modernes sont de plus en plus performants. Un exemple très concret, la pompe à chaleur peut produire 3 à 4 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Donc, sur le papier, ça fait moins d'émissions et puis potentiellement une facture qui baisse. Laurent, concrètement pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça change ? Les aides vont progressivement favoriser les équipements électriques. Donc les projets, c'est les projets incluant les pompes à chaleur qui vont être prioritaires. Et les solutions au gaz vont être ce qu'on appelle décommissionnées, de moins en moins soutenues. Un exemple, avant on remplaçait une chaudière à gaz pour être aidé. Eh bien aujourd'hui, on va plutôt inciter à passer à une pompe à chaleur de façon beaucoup plus massive. Un autre cas, un ménage qui remplace des radiateurs anciens par des radiateurs électriques performants avec la fameuse régulation pour être davantage accompagné s'il y a une logique justement de globale derrière. On parle de tout à fait, rénovation d'ampleur. Exactement. On en avait parlé. Laurent, je vous écoute attentivement. En fait, il faut qu'on passe tout à l'électrique ? Non, surtout pas. En fait, c'est tout simplement une pompe à chaleur dans une maison mal isolée. Ça fonctionne pas du tout, et même vos factures vont exploser. Donc, on commence surtout par l'isolation. Un exemple concret, la maison mal isolée, c'est une consommation qui va être élevée. Vous l'avez pas vraiment vu sans audit énergétique d'ailleurs. Ouais. Une pompe à chaleur qui est mal dimensionnée, avec un confort qui va être dégradé, puis une facture qui va vraiment exploser sur l'année. Donc la règle reste la même. On isole d'abord. On fait déjà un audit énergétique qui va vous donner les priorités. Souvent, c'est l'isolation. Et ensuite, on change le chauffage. Est-ce que tout le monde est gagnant dans cette évolution, Laurent ? Non, là-dessus, tout le monde n'est pas sur une règle équitable. Les logements déjà bien isolés vont clairement bénéficier de cette transition. Les maisons anciennes, elles, vont nécessiter plutôt des travaux plus lourds, notamment de rénovation globale. Puis il y a une question de coût. Une pompe à chaleur, c'est souvent entre 10 000 et 15 000 euros avant les aides, que ça soit MaPrimeRénov' et les C2E, certificat d'économie d'énergie. Donc sans accompagnement solide, certains ménages vont pas du tout pouvoir réaliser ces équipements. Et est-ce qu'on peut se dire que c'est tout de même une tendance qui est durable ?
À mon avis, elle va être là. Je pense qu'on sort justement du côté un peu peinture impressionniste. Vous voyez, là, on va être sur une approche globale avec moins d'énergie fossile, plus d'électricité, et puis des logements plus performants globalement. Et on réduit la facture énergétique. Sinon, on ne va pas pouvoir réellement vivre dans un confort et un pouvoir d'achat maîtrisé. Laurent, en fait, votre message, c'est ce n'est pas tous à l'électrique, mais plutôt mieux rénover. Exactement. L'électrification, en fait, c'est une direction, mais la clé reste le même. C'est un projet qui doit être cohérent, une bonne isolation, un équipement qui est adapté justement au logement, au mètre carré. Et tout ça est fait et connu par les professionnels, notamment les professionnels RGE. Merci beaucoup, Laurent Permas. Et à vous tous qui nous écoutez, avant de changer de chauffage, posez-vous la bonne question. Est-ce que mon logement est prêt? À la semaine prochaine sur Sud Radio. Merci Grégoire, merci Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de la trêve hivernale qui s'est terminée et d'un propriétaire. On va lire le message d'un propriétaire qui est endetté à cause de son locataire qui ne paye plus le loyer depuis 2 ans. On y répondra avec notre expert avocat, Maître Tabonne. Et puis on parlera des bornes de recharge électrique. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Bienvenue sur Sud Radio, on parle de votre logement jusqu'à 13h comme chaque semaine. Et là tout de suite on répond à vos questions. Vous nous avez envoyé vos questions au 7 20 18. Vous envoyez votre question précédée de IMO, I2MO au 7 20 18 et on y répond. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne. La trêve hivernale s'est terminée cette semaine, mais pour certains propriétaires, les difficultés continuent. On a reçu ce message d'un auditeur, Romuald, qui habite à Dunkerque. Bonjour, mon locataire ne paye plus son loyer depuis presque 2 ans. Le juge a ordonné son expulsion juste avant la trêve hivernale. Maintenant qu'elle est terminée, je pensais que ça allait enfin se débloquer, mais on ne me donne toujours pas de date. J'ai aucune date précise et moi, pendant ce temps-là, chaque mois qui passe, je m'endette davantage parce que j'ai un crédit à rembourser et des charges qui continue de tomber. Est-ce que c'est normal ? Comment ça se passe concrètement une fois que l'expulsion a été ordonnée ? Je ne sais plus vers qui me tourner. On en parle avec notre expert. Pour y répondre, on accueille Maître Olivier Tabonne. Bonjour Maître. Bonjour Bérénice. Vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier et fondateur de Tabonne de Tassigny et Associés. Alors, dans le cas de notre auditeur, Maître, on est bien d'accord sur un point. Le plus dur juridiquement a été fait puisque le juge a ordonné l'expulsion. Après ça, on entre dans une autre phase, celle de l'exécution. Concrètement, comment ça va se passer ? Alors déjà, c'est une très bonne chose. La bataille judiciaire est gagnée. Maintenant, c'est une deuxième bataille, l'exécution. Alors ça, c'est sous l'autorité, sous la fonction du commissaire de justice. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire notifier la décision d'expulsion. Il n'a pas pu mettre en œuvre l'exécution forcée compte tenu de la trêve hivernale. Aujourd'hui, la trêve hivernale est finie. Il faut donc relancer le commissaire de justice qui va tenter une expulsion à l'amiable. Lui dire, voilà, c'est votre dernière chance de partir, c'est maintenant ou jamais. Si le locataire ne part pas, là, le commissaire de justice doit interroger la préfecture qui doit se prononcer dans un délai de 2 mois pour lui fixer une date et intervenir de façon forcée. Et on rappelle que le commissaire de justice, c'est l'ancien huissier de justice. Absolument, le nom a changé, la dénomination il y a 1 an ou 2. Alors, si malgré ça, donc là, parce qu'apparemment, parce qu'il nous a envoyé d'autres messages, Romuald, là, le locataire, apparemment, il y met pas du tout du sien, il paye absolument rien depuis 2 ans, il donne pas trop de nouvelles. Malgré ça, donc s'il reste dans le logement après cette demande de quitter les lieux, comment ça se passe quand le locataire refuse de partir là ? Alors, comment ça se passe ? Normalement, le préfet a 2 mois pour répondre. Donc, s'il répond dans ce délai de 2 mois, il va fixer une date et ils vont intervenir sur site le jour J, le jour fixé par la préfecture. Donc, il y aura le commissaire de justice, les forces de l'ordre et le cas échéant un serrurier. Ils vont se présenter à son domicile et lui dire « Vous partez maintenant, sinon on le fait de force ». S'il est absent, ils ont le droit de pénétrer dans le logement, de mettre les meubles dans un garde-meuble et donc d'expulser tout ce qui se trouve dans le logement, les personnes présentes. D'accord, donc avec la force publique. Obligatoirement. Et j'imagine qu'ils ouvrent la porte avec un serrurier. Il y a un serrurier qui est dépêché sur place, c'est ça ? Oui, la décision qui a été rendue, qui ordonne l'expulsion, prévoit l'intervention d'un serrurier, le cas échéant, et des forces publiques. Bon, ça c'est aux frais du propriétaire, j'imagine, le serrurier, le garde-meuble.
Non, absolument pas. Non, c'est des frais dans la décision qui est rendue. Il y a deux choses justement. C'est que pendant le temps où il s'est maintenu illégalement dans les lieux, il doit payer une indemnité d'occupation qui est souvent égale au loyer. Donc en tout cas, le commissaire de justice pourra aussi saisir les comptes bancaires si la personne est solvable pour aller récupérer tous les frais d'exécution. D'accord. Et là, apparemment, il serait peut-être solvable, parce que Romuald me dit qu'il travaille. Bon, en tout cas, quand le préfet ne répond pas, si par exemple, là vous avez dit il a un délai de 2 mois, mais s'il ou refuse d'intervenir, le préfet il représente l'État. Hein. Est-ce que le propriétaire peut être indemnisé ? C'est une question dont on ne parle pas assez. Oui, absolument. Vous m'aviez déjà posé la question il y a quelques mois sur ce sujet. Et oui, l'État est responsable parce que, certes, il y a une décision qui a été rendue au nom de l'État, au nom de la justice française, mais si l'État, après, est défaillant pour faire exécuter, il engage sa responsabilité et l'État peut être condamné à pallier la carence du locataire ou de l'occupant sans droit ni titre. Et dernière question, est-ce que le propriétaire est tenu au courant de toutes ces étapes ? Parce que là, on comprend que Romuald, c'est compliqué pour lui, c'est hyper frustrant, il est au courant de rien. Alors ça, je comprends, c'est comme avec tous les auxiliaires de justice ou n'importe quel prestataire de service. C'est au commissaire de justice d'être diligent et s'il ne le fait pas, c'est à Romuald en l'occurrence d'appeler le commissaire de justice ou de lui envoyer des mails pour aller chercher l'information. D'accord, donc il faut qu'il aille chercher l'information. Voilà. Après, il peut se faire assister par un avocat qui va peut-être fluidifier les relations entre les parties. Oui, mais bon, ça fait encore des frais en plus aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'être accompagné. Bon, merci beaucoup, maître Olivier Tabonne, avocat spécialisé en droit immobilier, fondateur du cabinet Tabonne de Tassigny. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et c'est l'heure de recevoir notre grand invité du jour. Cette semaine, on discute bornes de recharge pour voitures électriques. C'est vrai que les tensions au Moyen-Orient ravivent les inquiétudes sur le pétrole et sur les prix à la pompe. Beaucoup de Français se posent une question très concrète. Est-ce qu'il faut passer à la voiture électrique ? Et on voit que voilà, il y a une interrogation là-dessus. Et derrière ce choix, il y a un vrai sujet décisif, la recharge. Est-ce simple ? Est-ce accessible ? Est-ce adapté à la vie quotidienne ? On en parle avec Lias Chorfa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Watt. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter Watt ? Qu'est-ce que vous faites ? Bien sûr, donc Watt avec 2 A et 1 T. On est opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques et notre job est très très simple. C'est comme vous l'avez dit, c'est simplement faciliter la recharge pour les usagers, qu'ils habitent en copropriété, en maison, finalement, quel que soit le lieu d'habitation et le lieu de travail. Donc comment ça se passe concrètement ? Concrètement, ça se passe par effectivement identifier une faisabilité technique et réglementaire, et ensuite de tout simplement déployer. Et qui dit déployer dit pouvoir permettre de se recharger pour l'utilisateur final. Et vous installez ou vous faites appel ? Alors, oui, on installe et surtout on exploite. Mais vous installez vous-même, vous faites pas appel à des prestataires ? Exactement, nous-mêmes, exactement, à travers le territoire. D'accord, et vous exploitez par la suite, c'est-à-dire que quand il y a un sujet... Maintenance, notamment la maintenance, une borne de recharge, c'est ni plus ni moins qu'une grosse prise, et donc il peut arriver par moment effectivement que ce produit tombe en panne, et donc notre job c'est d'assurer la continuité de service, c'est comme une pompe à essence, c'est s'assurer et permettre à ce que la personne puisse rouler, parce que qui dit voiture dit quand même liberté, et liberté de se déplacer. Alors quand on regarde le marché aujourd'hui, où en est-on vraiment en France sur les bornes de recharge ? Est-ce qu'on en est encore au début ou est-ce qu'on a bien avancé ? Alors pour ma part, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a 15 ans de ça, j'ai connu une époque où on avait des early adopters, des personnes qui décidaient d'acheter une voiture électrique qui faisait 60 km d'autonomie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Early adopters, c'est des gens qui ont adopté ça vite, tôt. Très tôt, avec toutes les contraintes du monde. Et en 15 ans, on en est arrivé à un moment où en fait vous avez la plupart des constructeurs automobiles, si ce n'est tous les constructeurs automobiles, qui proposent des véhicules avec des autonomies qui sont quasiment identiques à celles des véhicules thermiques. Au moins quand même. C'est encore le sujet, on s'y rapproche, énormément. Aujourd'hui, 300 ou 400 km d'autonomie, c'est des petites autonomies et c'est pour des citadines. Exactement. Et puis vous avez ensuite un certain nombre de véhicules qui vont jusqu'à 500, 600 km. Mais il ne faut pas rouler très vite. Il ne faut pas rouler très vite. Ah oui, c'est ça. Par contre, moi, parce qu'entre nous, moi je les vois, les voitures électriques, elles sont sur la file de droite. Bon, je dis pas que je respecte les limitations de vitesse, attention. Mais elles vont quand même moins vite. À droite, attention au chauffage, attention à la vitesse. Effectivement, c'est une batterie un peu comme votre smartphone qui va évoluer en fonction de pas mal de la manière dont on utilise son véhicule. Quand on regarde par rapport à nos voisins européens, la France, elle est comment ? On est en avance. On est en avance, et il faut savoir que l'un des gros sujets de ces dernières années, ça a été comment rassurer le conducteur en lui permettant de se recharger sur des bornes publiques
à travers le territoire. Et aujourd'hui, en France, on est clairement en avance. Et quand on dit qu'on est en avance, c'est qu'on a plus de 200 000 bornes de recharge publiques, ce qui permet à un conducteur finalement de passer de Paris, Marseille, Bretagne ou quoi que ce soit et de pouvoir faire des recharges sans avoir finalement à trop réfléchir à où est-ce que je dois me recharger. Donc public, ça veut dire sur la voie publique, dans des rues, qu'on en voit par exemple en ville, là dans des rues, à des stations-service aussi. Exactement. C'est ça public. Hein. C'est exactement ça. Et donc pour répondre et compléter mon propos, la première étape, ça a été de rassurer. Et par rassurer, c'est des bandes publiques un peu partout. Et l'étape d'après, c'est finalement beaucoup plus de confort et également comment se recharger pas cher. Et là, qui mieux qu'à la maison, en copropriété ou en maison individuelle, pour faire le plein et surtout le plein pas cher. Alors justement, pour ceux qui sont en maison, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est simple d'installer une borne de recharge dans sa maison Très facile en maison, pas de contraintes particulières, hormis peut-être le fait que par moment, il est nécessaire de faire en sorte que sa borne de recharge se régule par rapport à sa maison. Quand il y a un petit plat dans le four, quand il y a une machine à laver qui tourne. Ah oui, sinon ça fait sauter les plombs, c'est ça ? Il y a ce petit risque-là et donc effectivement, il est nécessaire de mettre en place des systèmes simplement très basiques de gestion énergétique et donc installer une borne à la maison, c'est très très simple. C'est d'ailleurs par là que ça a commencé dès lors qu'on parle de recharge à domicile, c'est à la maison. D'accord, c'est plus simple qu'en copropriété dans des immeubles. Beaucoup plus simple qu'en copropriété, même si j'imagine qu'on y reviendra un petit peu après. Il existe aujourd'hui énormément en fait d'aides et d'opérateurs dont nous, Watt, pour pouvoir finalement accompagner ce marché de la copropriété. Ça coûte combien d'installer une borne chez soi, dans sa maison ? À la maison, on va compter autour des 1 500 € pour une borne de recharge avec toute l'installation. D'accord. Là où en copropriété, avec toute aide déduite, on va plutôt être autour des 500 €. Par copropriétaire. Exactement. Mais j'imagine que ça varie en fonction de la copropriété. S'il y a beaucoup de copropriétaires, très ça bonne diminue. question. Et donc, effectivement, le point qui est important, c'est au-delà des aspects géopolitiques qui ont été évoqués un peu plus tôt, il faut savoir que ça fait quelques années que vous avez un programme de certificat d'économie d'énergie, donc des subventions qui existent, qui permettent à une copropriété d'avoir un reste à charge de 0 € et finalement de pouvoir voter en assemblée générale un pré-équipement qui permet à tout un chacun de se raccorder pour 500 €. D'accord. Ceux qui consomment, évidemment, pas ceux qui... Et uniquement ceux qui consomment. Ah oui. Ceux qui n'ont pas de voiture ne paient rien. C'est exactement ça. Et si je peux me permettre, pourquoi la copro, on pourrait penser que c'est un petit peu plus compliqué ? La raison est très très simple. C'est simplement parce que... il y a plusieurs personnes qui votent. Et exactement. Donc, et les copros n'étaient pas adaptés à l'époque. Elias Cherfa, restez avec nous. On continue cette discussion passionnante sur les bornes de recharge dans quelques instants sur Sud Radio. C'est Parlons Immo. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. De retour dans Parlons Immo jusqu'à 13h sur Sud Radio. C'est votre émission hebdomadaire. Chaque semaine, on parle de votre logement, on parle immobilier. Et là, justement, on est avec notre invité, Elias Cherfa. Rebonjour. Directeur commercial de Watt. Donc, votre métier, c'est d'installer des bornes de recharge et puis après, de vous occuper de la maintenance. Alors, on parlait justement de ces installations dans les copropriétés parce que ça fait débat. Moi, par exemple, je suis en copro. Je me dis, tiens, j'ai pas de voiture électrique. C'est vrai que j'ai pas envie de payer pour ceux qui ont une voiture électrique. C'est pas le cas, donc c'est ce que vous me disiez c'est pas le cas exactement. Il y a une contrainte très forte qui est que vous habitez au 3e étage, vous avez votre place de parking au -1, l'électricité elle n'est pas présente au -1, hormis peut-être pour la barrière ou pour les petites lumières. Et donc effectivement notre job c'est de créer toute une installation qui va permettre ensuite à chaque copropriétaire, indépendamment les uns des autres, de venir se raccorder pour les fameux 500 € que j'évoquais tout à l'heure. D'accord, c'est 500 € pour rappeler à nos auditeurs par copropriétaire en moyenne, puisque plus on est nombreux, plus ça baisse. C'est exactement ça. Et donc ça, c'est le coût d'installation. Et après, chacun, j'imagine, paye sa consommation au mois. Chacun paye sa consommation, qui est une consommation au kilowattheure. Le kilowattheure étant comme le litre d'essence, hein, si on doit faire un parallèle. Point important, se recharger à la maison va coûter 3 à 4 fois moins cher que se recharger sur les bornes publiques que j'évoquais tout à l'heure. Et imaginez versus le litre d'essence là encore. Donc effectivement, je paye 500 € et je paye ensuite ma consommation au kilowattheure. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore des Français qui hésitent à passer à la voiture électrique. C'est quoi le principal frein ? C'est le prix du véhicule, l'autonomie, on en parlait, la recharge, c'est quoi le premier frein ?
On a encore des véhicules électriques qui peuvent coûter plus cher à l'achat, effectivement, qu'un véhicule thermique. Donc on a encore ce frein à l'achat, mais on voit bien que le delta, la différence entre le coût du thermique et de l'électrique est de plus en plus faible, et donc on voit effectivement une massification et en fait simplement la voiture électrique qui prend de plus en plus de place sur le marché. Et pourtant, alors c'est vrai que là, il y a aussi de plus en plus de Français, il faut le dire, depuis la guerre contre l'Iran, qui ont envie de passer à la voiture électrique, parce qu'on voit les prix, le Brent, le cours du pétrole qui a explosé. Résultat, c'est l'effet est direct sur les prix à la pompe, ça a très nettement augmenté. C'est très compliqué pour un grand nombre de Français qui nous écoutent. D'ailleurs, on pense fort à vous, tous ceux qui travaillent, notamment les infirmières, les chauffeurs de taxi et tous ceux qui utilisent les routiers aussi, l'essence. Et voilà, et certains se posent la question, est-ce que c'est pas le bon moment de passer à une voiture électrique? Est-ce que vous avez vu justement une augmentation des demandes depuis le 27 février? C'est assez impressionnant effectivement de notre côté des demandes d'information, énormément de demandes d'information, et en fait ce qui est assez fort, c'est de se dire que d'un côté on a un prix du kilowattheure qui est stable en France au travers effectivement notre production nucléaire, énergie renouvelable, et de l'autre côté ce fameux litre d'essence et une volatilité qui fait que aujourd'hui, pour un ménage français, ça devient compliqué tout simplement de faire un plein d'essence. Là où finalement recharger un véhicule électrique, c'est le recharger en heure creuse, au moment où l'électricité coûte le moins cher. Ouais. C'est se recharger à la maison. Et donc effectivement, oui, on sent un engouement beaucoup plus important depuis quelques semaines. De manière générale, là, d'après ce que vous dites, on recharge où les Français qui ont une voiture électrique, ils rechargent où la plupart du temps? C'est chez eux ou c'est au travail? Trois quarts du temps à la maison, c'est je rentre à la maison, je me branche et le lendemain matin, je repars avec mon véhicule qui est plein. D'accord. Comment on fait pour vous contacter? Si par exemple là, il y en a qui vous écoutent, qui veulent vous contacter, comment on fait? Vous allez sur notre site web Watt, W-A-A-T, et on prendra contact avec vous pour vous accompagner. Donc vous installez les bornes, vous les exploitez, vous vous occupez de la maintenance. Et alors c'est une bonne nouvelle, vous venez de rejoindre la French Tech 40. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Exactement, French Tech. Alors l'année dernière, on était dans la French Tech 120, donc on faisait partie des 120 sociétés françaises start-up avec un impact qui peut être identifié notamment au travers de la RSE. Et cette année, on a eu l'honneur, c'est très récent, ce que je vous dis, ça date de il y a quelques jours à peine, d'incorporer les 40 sociétés. Donc on fait partie finalement d'un écosystème dans un écosystème. Et les raisons sont assez simples, c'est une croissance très importante, et puis un impact dans le quotidien des Français. C'est quoi cette croissance depuis l'année dernière? C'est une croissance en termes de chiffre d'affaires d'un côté. On se rapproche des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pas que, c'est également 350 salariés, une boîte qui a démarré il y a 7-8 ans, on était 3-4 à cette époque-là, et puis c'est là, comme je vous le disais, c'est finalement en fait aider le Français à pouvoir se recharger pas cher. Et on voit que c'est un marché qui est en pleine expansion, on peut le dire. Exactement. Merci beaucoup, Lies Sherfa. Donc vous êtes directeur commercial de Watt. Restez avec nous en fin d'émission. On va parler intelligence artificielle et on va justement vous demander si vous l'utilisez. Parce que j'imagine que depuis un an, ça a explosé aussi. Ça a permis justement cette augmentation de chiffre d'affaires. Tout de suite, on parle de votre maison et de votre maison saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Et rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle d'une actualité récente qu'on a abordée en début d'émission, puisque à Honfleur, le port a été partiellement fermé à cause de bâtiments menaçant de s'effondrer. En cause notamment des structures fragilisées et un facteur souvent sous-estimé dont on vous parle pourtant chaque semaine, c'est l'humidité. Alors est-ce un cas isolé ou le signe d'un phénomène plus large? Pour en parler, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et non, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Édouard, quand on entend risque d'effondrement, on pense à un événement brutal, mais en réalité, c'est souvent un phénomène qui est lent, n'est-ce pas ? Exactement Grégoire, l'humidité agit comme un poison lent dans les bâtiments. Elle ne détruit pas en un jour, mais elle affaiblit progressivement les matériaux jusqu'à un point de rupture. C'est pour ça qu'on parle de stade de dégradation, un peu comme dans la maladie chez l'être humain. Concrètement, qu'est-ce que l'humidité fait aux structures des bâtiments ? Plusieurs choses. Elle dissout les joints de maçonnerie avec le salpêtre, elle provoque la corrosion des éléments métalliques, elle fragilise les fondations et les murs porteurs, et dans le bois, elle favorise les champignons destructeurs comme la mérule. À terme, on le sait, c'est la solidité même du bâtiment qui est en jeu. Et Édouard, ce type de situation, on peut le retrouver ailleurs qu'en bord de mer ?
Oui, bien sûr, Grégoire. Même si les zones portuaires comme Honfleur sont plus exposées à cause de l'humidité ambiante, à cause des remontées d'eau et notamment à cause des sols gorgés d'eau, on retrouve des problématiques similaires dans les centres anciens, les maisons avec des caves, les logements en rez-de-chaussée ou les bâtiments qui sont mal entretenus. En fait, c'est pas qu'un problème de vieilles pierres ou de bord de mer. Non, c'est un enjeu national, voire européen. Avec le vieillissement du parc immobilier et les épisodes climatiques plus intenses, les phénomènes d'humidité structurelle sont de plus en plus fréquents. Et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs avant d'en arriver à des situations aussi extrêmes ? Oui, et c'est là que tout se joue. Des micro-fissures qui peuvent apparaître, des murs qui s'effritent, du salpêtre, une odeur persistante d'humidité ou des planchers qui deviennent instables. Ce sont des alertes et il ne faut pas les négliger. En fait, on peut agir bien avant d'en arriver à une fermeture du bâtiment. Heureusement, oui. Mais il faut prendre l'humidité au sérieux dès les premiers signes. Faire un diagnostic, comprendre la cause, infiltration, remontée capillaire, défaut d'étanchéité et surtout traiter durablement. Parce qu'au fond, ce qu'on voit à Honfleur, Édouard, c'est l'aboutissement d'un problème qui lui est ancien. Exactement, Grégoire. Un bâtiment ne s'effondre jamais par surprise. C'est souvent le résultat de plusieurs années, parfois plusieurs décennies d'humidité non traitée. Un mot de conclusion, Édouard ? Oui, l'humidité n'est pas qu'un problème esthétique ou de confort, c'est un enjeu de sécurité. Et l'actualité nous le rappelle aujourd'hui. Ce qui commence par une simple tache sur un mur peut à terme fragiliser tout un bâtiment. Merci beaucoup, Édouard David, pour cet éclairage. Et à vous qui nous écoutez, ouvrez l'œil chez vous. Parfois, les signes, ils sont là bien avant les conséquences. Si vous avez un doute, vous vous connectez sur maison-scène.fr. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Scène ici sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Scène. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci beaucoup Grégoire Darico. Vous êtes sur Sud Radio dans Parlons Immo. Comme chaque semaine, 12h-13h, on parle de votre logement, on parle immobilier. Et dans quelques instants, on va parler viager. Est-ce que vous hésitez à acheter en viager ? Eh bien justement, on va discuter, avoir le témoignage d'un acquéreur, alors un acheteur qui est en train d'acheter en viager. Il a déjà signé le compromis. Il va nous expliquer pourquoi il s'est tourné vers le viager et s'il a des conseils aussi à nous donner. C'est dans quelques instants sur Sud Radio. Restez là et bon courage si vous travaillez aujourd'hui. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio. Parlons IMO, midi 13h, Bérénice de Villefloriot. Bienvenue sur Sud Radio, on est ensemble pendant 1 heure, 12h, 13h chaque samedi pour parler de votre logement, pour parler immobilier. Et on parle aussi investissement locatif, investissement immobilier et surtout on parle viager, c'est le moment. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Alors c'est vrai que le viager, on en parle de plus en plus, mais concrètement, qui achète aujourd'hui en viager en France et pourquoi ? C'est souvent vu, alors ça a été souvent vu comme un placement de niche, un peu mystérieux, réservé aux initiés, et pourtant, il faut le dire, de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent. Justement, pour comprendre, on reçoit Nicolas qui est en train d'acheter avec sa compagne une maison en viager occupé dans l'Ain, et c'est son premier achat de ce type. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes en train de finaliser, on va dire, l'achat d'une maison en viager occupée donc dans l'Ain. L'acte définitif, je crois que c'est pour le mois de mai, c'est bien ça ? C'est ça. Et, c'est bien ça. Et alors c'est pas votre premier achat immobilier, vous avez déjà investi dans l'immobilier classique, on va dire, et là vous avez choisi le viager. Donc c'est une première pour le viager. Pourquoi le viager ? Comment vous avez eu l'idée ? Avec ma femme, ça faisait un petit moment qu'on regardait pour investir en viager, parce que le viager apporte certains avantages, notamment d'investir dans un bien qui coûtera beaucoup moins cher qu'un bien classique. Pareil, on peut acheter sans avoir besoin de la banque en fonction du bouquet, donc de faire un emprunt. Donc c'était pas mal. Et il y avait aussi le côté social, parce que ça permet, en général, les vendeurs sont des personnes plutôt âgées. Ouais. Et qui peuvent avoir des difficultés financières, donc ça leur permet de rester dans leur logement jusqu'à la fin de leur vie ou d'avoir un complément de revenus. Donc ce côté-là aussi comptait un peu pour nous. Ouais, c'est vrai qu'on aide une personne âgée. Alors le bouquet dont vous parlez, c'est une somme qui est versée au début, c'est ça ? Exactement. Et ça, par exemple, vous n'avez pas fait de prêt, c'est ça, à la banque pour le bouquet que vous avez versé ? D'accord. Non. On peut savoir de combien était le bouquet ?
Donc le bouquet, il était de 135 000 euros. Ouais. Et après, il y a des rentes mensuelles de 700 euros qui vont jusqu'au départ de la personne. Donc après le départ de la personne, il y a deux options. C'est soit la personne décède, et donc là, le logement est à nous, il n'y a plus de rente. Ou la personne quitte le logement pour aller en EHPAD ou dans un logement plus adapté à lui. Donc là, on dispose du logement, mais par contre, il y a une augmentation de la rente de 20%. Et ce pourcentage, il est fixé avec le vendeur chez le notaire, et en général, c'est autour de 20%. D'accord. Et là, donc, un bouquet de 135 000 euros, vous pouvez nous décrire un petit peu, c'est une maison, donc dans l'Ain, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une maison individuelle de plein pied, avec jardin, garage, dans une petite ville et qui est dans l'Ain, mais qui est à moins d'une demi-heure de Lyon. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que l'Ain, c'est un département très sympa. Bon, je suis pas du tout objective, mais je viens d'à côté, mais c'est vrai que c'est très sympa. Un petit mot sur le type d'investisseur que vous êtes, parce que c'est ce que vous nous expliquez. Vous aviez déjà acheté des appartements, donc en investissement. Vous êtes c'est quoi votre profil d'investisseur ? Donc, avec ma femme, on regardait pour investir et on s'est bien renseigné. Et en 2020, on s'est lancé, on a monté une SCI familiale, parce que l'idée c'est d'investir pour plus tard notre retraite et nos enfants. Donc on a commencé en 2020 à monter la SCI, à acheter des premiers biens. Alors c'est une société civile immobilière, hein, pour ceux qui nous suivent. Désolé. Non, pas de problème. Donc en 2020 on l'a monté, on a commencé à acheter nos premiers appartements type classique, appartements pour mettre en location derrière. Et maintenant on a 11 appartements bien dans notre SCI. Vous vivez de ça ou vous travaillez à côté ? Non, on travaille tous les deux à côté. L'idée justement, oui, c'est pas que ça nous rapporte, enfin tout est autofinancé. L'idée c'est que à 100 ans, si on veut partir en retraite un peu plus tôt ou plus tard, si il y en a un des deux qui veut s'arrêter, justement on pourra, parce qu'on va rembourser tous nos emprunts. Voilà. Et alors là, cette maison dans l'Ain, c'est pour en faire un autre investissement ou pour en faire une résidence principale ? Tout dépend en fait, la période, si c'est dans 40 ans, peut-être que nous on voudra une maison de plein pied et dans ces cas-là ça pourrait nous intéresser. Si c'est dans 10 ans, non, on déménagera pas d'où on est, et donc dans ces cas-là ça sera soit pour faire la location ou de la revente. Cette maison elle est loin de votre domicile ? À 1 heure à peu près. D'accord. Et vos autres investissements, pareil, ils sont dans le coin ou vous avez... Les autres investissements, ils sont dans un rayon beaucoup plus proche. Ils sont à 15 minutes, une demi-heure. Ouais. Et c'est vrai que c'est un conseil. Alors c'est un autre conseil qui n'est pas forcément applicable qu'aux viagers, mais il faut mieux investir près de chez soi, hein, quand même. Exactement. Vous me le confirmez. S'il y a beaucoup de turnover dans les locations, après on peut toujours mettre en gérance par une agence, mais ça fait des frais en plus. Ouais, bien sûr. Donc c'est mieux d'avoir des biens proches de chez soi. Question, alors par rapport à cet achat en viager, est-ce que vous avez un conseil que vous donneriez à ceux qui hésitent à se lancer ? Qu'il ne faut pas qu'ils hésitent. Non, mais de bien regarder le marché et surtout en conseil, moi, ce serait vraiment de partir avec des professionnels du viager, parce que c'est quand même particulier, c'est différent d'une vente classique. Ces histoires de bouquets, de rente, ça peut faire un peu peur et nous, typiquement, on a été très bien conseillés dans notre projet et accompagnés, et donc ça permet de mieux appréhender la chose et peut-être à la limite en premier achat de prendre un bien où la rente est pas trop élevée, parce que un des inconvénients du viager, c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'on va avoir le logement à nous. Donc l'idée, c'est pas d'avoir le couteau sous la gorge avec des rentes qui sont très élevées tous les mois. Donc je conseillerais peut-être de partir sur une rente qu'on est sûr de pouvoir régler tous les mois, même si on a des imprévus. D'accord, donc il faut bien prévoir, il faut bien anticiper et se faire accompagner, c'est vrai que c'est important. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir parlé de votre expérience. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Et tout de suite, on passe à la grande question de la semaine. Alors, la grande question de la semaine, j'avais envie de vous parler d'une actualité que j'ai vue et qui m'a fait réagir et je voulais qu'on en discute. Alors, on est toujours avec Lies Sharfa, directeur commercial de Watt. Vous faites des bornes de recharge, et Grégoire Darico. C'est un Américain qui a vendu sa maison avec ChatGPT et qui a tiré 85 000 € de plus que les estimations des agents immobiliers. C'est une news qui est sortie
dans Le Figaro et Immobilier, chez nos confrères d'ailleurs. On leur passe le bonjour, ils nous écoutent régulièrement. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ChatGPT, c'est le nouveau métier? Est-ce que ça va remplacer les professionnels de l'immobilier? Alors là, c'est les agents immobiliers, mais est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres professionnels? Bon, les bornes de recharge, les installations, ça va être compliqué, mais... Alors, sur les installations, c'est sûr que ça sera compliqué. Ça ne va pas remplacer une personne qui va se déplacer, qui va faire l'installation en tant que telle. Mais effectivement, il est vrai que ce monde de l'intelligence artificielle, dans sa globalité, révolutionne notre quotidien, à titre personnel. Petite anecdote... il m'est arrivé il y a quelques jours d'ouvrir mon frigo, de prendre en photo avec ChatGPT mon frigo et de lui dire qu'est-ce que je peux faire à manger avec ce que j'ai dans le frigo. Mais non, vous avez fait ça, et alors? Et ça a marché. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Excellent, ça. Pas grand-chose. Ça n'a pas marché du coup. Ça a fonctionné. Une omelette, vous lui avez montré des omelettes. Disons que la photo n'était pas terrible, mais n'empêche que je vous invite à le tester parce que c'est quand même assez impressionnant. Et donc tout ça pour dire mais alors ça me fait peur parce que ça nous habitue à ne plus réfléchir. Et ça, ce que vous nous dites, c'est grave. Si vous regardez, vous êtes obligé pour savoir ce que vous allez faire à dîner d'envoyer à ChatGPT, c'est grave. C'est pour ça que c'est d'un côté effrayant, et de l'autre c'est fascinant. Et c'est toute la difficulté en fait de ce monde-là de l'intelligence artificielle qui révolutionne vraiment notre quotidien tous. Je vous donnais cet exemple de frigo évidemment, mais même à titre professionnel. On voit bien aujourd'hui que certains salariés chez nous sont aidés par ces outils-là pour aller simplement plus vite, faire mieux. Il faut toujours quelqu'un derrière l'ordinateur évidemment, mais n'empêche que ça aide à la décision, ça aide au diagnostic. Et donc oui, c'est une révolution, et l'exemple que vous citez est un très bon exemple, avec effectivement une maison vendue beaucoup plus cher que si ça passait par un agent immobilier. Alors après, il a expliqué, cet Américain, que il a fait ça, en fait, il a bien prompté. Il a dit que le choix des prompts est important. Et il a demandé, par exemple, sommes-nous capables de gérer cette vente nous-mêmes? Quel est le bon calendrier pour vendre? Quels sont les travaux assez rapides, mais qui vont faire augmenter le prix à la vente. Et c'est vrai que ça a été porteur, hein. Ça a marché, puisqu'il a vendu en 5 jours. Après, attention, il dit que, heureusement qu'il dit ça d'ailleurs, que le métier d'agent immobilier n'est pas obsolète. Et c'est vrai, parce que parfois, lors d'un premier achat, par exemple, on a besoin de se faire accompagner, mais c'est quand même assez flippant, j'ai envie de dire. Vous avez développé du coup des intelligences artificielles en interne chez Watt? Exactement, et vraiment dans le but justement d'assurer, on parlait tout à l'heure de maintenance, de faire en sorte de maintenir et de dépanner des bandes beaucoup plus rapidement. Donc de ne pas avoir besoin d'une personne qui répond à 3h du matin, mais tout simplement en fait de chatbot ou finalement d'un appel téléphonique qui ressemblerait à un appel téléphonique classique, alors finalement c'est une intelligence artificielle qui travaille derrière et qui va aider en fait tout simplement à dépanner une borne à l'instant T, tout simplement. Oui, et pour réguler peut-être les flux d'énergie aussi, vous le disiez tout à l'heure, pour orienter les recharges plutôt la nuit en heure creuse ou voilà. Exactement. Un cas très précis, se recharger en heure creuse, donc après 22h, 23h, pardon, c'est 16 centimes le kilowattheure. Sur une heure pleine, on va plutôt être à 28-30 centimes le kilowattheure. Imaginez cette économie réalisée finalement simplement avec de l'IT, en fait, avec de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça concerne tout le monde, et tout le monde est en danger. On parle des agents immobiliers, hein, mais je vous invite à aller voir une étude qui est sortie la semaine dernière. 5 millions d'emplois en France sont menacés, surtout des cols blancs. Les cols blancs, des personnes diplômées, des cadres supérieurs, et les médias aussi, on est menacés. Donc voilà, tout le monde est menacé. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour Parlons Immo, pareil, samedi prochain à 12h. En attendant, je vous souhaite un très 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 bon week-end de Pâques. Lundi c'est férié, joyeuse Pâques, bonne chasse aux œufs et bon courage à ceux qui hélas travaillent pour ce week-end de fête. À très vite.